quand vous faites l'expérience, il n'y a pas que la gravité qui joue, il y a aussi des forces liées à l'environnement, l'air. Et ce sont ces forces, et seulement elles, qui créent une différence de vitesse entre l'objet le plus lourd et l'objet le plus léger. Donc cette loi physique qui dit le contraire de ce qu'on observe oblige à réinterroger et à réinterpréter l'observation. C'est ça la naissance de la physique moderne. Il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Koyré, Alexandre, qui a écrit un livre qui s'appelle Études galiléennes, dans lequel il dit « Le pari de la physique moderne, inventé par Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel empirique, le réel qu'on observe, par l'impossible. Par l'impossible, c'est-à-dire par des lois qui disent le contraire de ce qu'on observe. » Prenez n'importe quelle loi physique, elle dit le contraire de ce qu'on observe. Vous avez sans doute appris le principe d'inertie qui est fondateur de la mécanique. Je ne vous fais pas l'injure de vous le rappeler, mais est-ce que vous avez déjà vu un mouvement inertiel? Jamais. Vous n'avez jamais vu le principe d'inertie en acte. Tous les mouvements que vous observez s'amortissent. Et un jour, un type vient dire un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne uniforme indéfini. On n'a jamais vu ça. D'accord? Et donc, toutes les lois physiques, et c'est encore pire avec la relativité et avec la mécanique quantique, ont des énoncés qui, lorsque vous les entendez pour la première fois, vous semblent absurdes ou faux. Et c'est pour ça que le sens commun peut être utilisé pour contester la science. C'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à un populisme scientifique. C'est-à-dire des gens qui utilisent le sens commun, des réflexions en apparence raisonnables, pour contester la science. Ce premier point à propos de Galilée est important parce que il nous fait comprendre qu'on peut avoir raison contre les faits. Et je pense que vous avez passé le bac. Oh non, c'est pas la dernière, excusez-moi, vous n'êtes pas en prépa, vous êtes à Centrale, c'est vrai. Bon, en tout cas, l'année dernière, en terminale scientifique, le sujet de philo, c'était « Peut-on avoir raison contre les faits ?» Je passe sur le fait que la moitié des élèves ont utilisé dans leur argumentation l'affaire DSK, qui à mon avis n'était pas du tout le bon sujet. Donc. Mais la bonne réponse à la question, c'est oui. Oui, on peut avoir raison contre les faits, parce que les faits nous sont toujours livrés avec une gangue d'interprétation qui peut être fausse. Et donc notre interprétation des faits peut être fausse et nous tromper sur la signification même des faits. D'accord? Alors, vous pourriez me dire, mais finalement, je parle de Galilée, c'est de la vieille histoire, 4 siècles, et donc cette façon de raisonner a disparu. On ne raisonne plus comme ça. Je vais vous donner un exemple tout de suite très, très actuel, qui est le suivant, qui va vous montrer que entre Galilée et nous, la distance conceptuelle, pour ce qui est de ces questions-là, est nulle. Nous raisonnons comme Galilée. Et l'exemple que je vous donne a trait à la physique des particules. Bon, je pense que vous n'avez pas fait de physique des particules, mais disons, dans les années 70, 60, les physiciens ont élaboré, grâce à des accélérateurs qui montraient des phénomènes qu'ils n'avaient jamais vus, une nouvelle théorie qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui est un modèle quantique, qui s'appuie sur ce qu'on appelle des théories de jauge. Bon, j'en parlerai peut-être un peu une autre fois, mais le point important est qu'on a pu décrire les 3 forces fondamentales qui interviennent dans les collisions de particules à haute énergie: électromagnétisme, interaction nucléaire faible, interaction nucléaire forte. On a pu les décrire dans un formalisme mathématique unique qui associe chacune de ces 3 interactions à un groupe de symétrie mathématique. Bon, par exemple, l'électromagnétisme est associé au groupe des nombres complexes de module 1 qu'on appelle le groupe U de 1.
l'interaction nucléaire faible est associée à un groupe qu'on appelle le groupe SU2, les matrices 2,2 spéciales unitaires, et l'interaction forte, c'est le groupe SU3. Ce que je veux dire, c'est qu'on a la même méthode mathématique, théorie de jauge, pour décrire les trois interactions, et ça fait ce qu'on appelle un Lagrangien, qui permet de calculer la probabilité, lorsqu'on fait une collision de particules, d'obtenir tel ou tel événement. Et c'est un modèle qui marche très très bien, qui est toujours d'ailleurs en usage, puisque aucun fait expérimental ne l'a démenti, aux grandes dames des physiciens qui aimeraient bien avoir une contradiction, puisqu'ils savent que ce modèle ne fonctionne pas à très haute énergie. Donc on aimerait bien avoir une faille qui nous montre quelle piste théorique on devrait suivre pour pouvoir l'étendre à plus haute énergie. Et il se trouve que dans les années 70, même un peu plus tard, parce que j'étais à votre place, il y a des physiciens qui ont fait une expérience de pensée comme Galilée. C'est-à-dire, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passerait si le modèle standard était juste, vraiment juste? Et ce qu'ils ont découvert, c'est que si le modèle standard est juste, alors les particules élémentaires devraient avoir une masse nulle. Toutes les particules élémentaires devraient avoir une masse nulle. Ok? Alors c'est vrai pour le photon, mais le photon, ce n'est pas une particule de matière. En tout cas, l'électron, les quarks, les neutrinos, toutes les autres particules que nous connaissons ont des masses non nulles. Et donc, il y a une contradiction entre les prédictions du modèle standard de la physique des particules et les mesures. Bon. Alors vous avez dans ces cas-là une majorité de physiciens qui n'ont pas lu Galilée et qui disent les équations sont fausses. Le modèle standard ne marche pas, les théories de jauge ne sont pas les bonnes théories pour décrire les interactions. Ça, c'est la majorité. Parce que les faits sont premiers, on ne peut pas faire une théorie qui est contradictoire avec les observations, la réalité est le juge de paix de la physique, on entend tout ça. Et puis il y a eu trois physiciens, dont un qui s'appelle Higgs, Higgs ça s'écrit H-I-G, H-I-2-G-S, c'est Peter. Il est écossais, il a 85 ans, et il est assez pressé qu'on découvre le boson de Higgs pour avoir le prix Nobel. Et donc il a, avec deux autres, il s'est posé la question suivante. Est-ce que, comme du temps de Galilée, les lois physiques de la physique des particules ne seraient pas les bonnes lois, et elles auraient donc raison de nous dire que les particules élémentaires n'ont pas de masse? Et est-ce que nous, physiciens, n'avons pas commis des erreurs sur ce qu'on appelle la masse? Est-ce qu'on ne s'est pas gouré? Alors qu'est-ce que c'est que la masse telle qu'on l'enseigne? Eh bien, on vous enseigne que la masse, ça mesure la substantialité des corps, ça mesure leur inertie. Plus un corps est massif, plus il est difficile de changer son mouvement. Ça, c'est ce qu'on apprend, c'est ce que la mécanique nous apprend. Et la masse est toujours décrite comme une propriété intrinsèque des corps. L'électron possède sa masse. Les quarks possèdent leur masse. Je possède ma masse. Il y a une sorte de lien consubstantiel entre les objets matériels et leur masse. Il y a même un lien consubstantiel entre l'idée de matière et l'idée de masse. Et les physiciens dont je parle là, Higgs et les autres, sont des gens qui se sont dit, mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on a raison de dire que la masse est un concept primitif, au sens où elle est un attribut essentiel des objets matériels? Et alors ils ont développé une théorie, bon c'est un peu compliqué, ils ont inventé le concept de brisure spontanée de symétrie dans les théories de jauge, c'est assez compliqué, ça mérite 3 prix Nobel, mais l'idée est assez simple. L'idée est assez simple, c'est de dire, il est vrai que les particules élémentaires n'ont pas de masse. Simplement, quand elles se déplacent,
dans le vide n'est pas vide. Et dans le vide, il y a ce qu'on appelle un champ quantique, qui en l'occurrence s'appelle le champ de Higgs, qui est un champ homogène, une sorte d'éther, si vous voulez, un champ qui a la même valeur partout. C'est un champ scalaire, une seule composante. L'idée, c'est que les particules qui n'ont pas de masse interagissent avec ce champ. Et plus leur interaction avec ce champ est grande, et plus elles sont freinées. Et nous qui les regardons, nous disons, tiens, elles ont de l'inertie, donc elles ont une masse. En fait, cette masse, elle l'acquiert par interaction avec le vide. Donc c'est une propriété secondaire des particules et pas une propriété intrinsèque. Et donc la masse n'est plus une propriété des objets, mais une grandeur qui résulte de leur interaction avec le vide, qui n'est pas vide. D'accord ? Et après, on est en mécanique quantique, c'est-à-dire que vous avez un champ quantique, il est quantifié, donc il y a des quantas dedans. Et les quantas de ce champ, c'est ce qu'on appelle les bosons de Higgs. Et c'est ces bosons qu'on est en train de découvrir au LHC. D'accord ? Donc si la découverte du boson de Higgs est confirmée, dans les mois qui viennent, il faudra changer dans les cours de physique dès le primaire, enfin peut-être pas dès le primaire, la façon de décrire la masse des objets. Et là, vous avez quand même ce que j'appelais tout à l'heure une découverte philosophique négative, puisqu'un résultat qui vient de la physique vient défaire le lien que les philosophes ont toujours établi entre matière et masse.